je m'appelle Sylvain Angeran, je suis ingénieur forestier de formation et j'ai travaillé pendant 15 ans aux Amis de la Terre au niveau national, où je suis entré comme chargé de campagne forêt, puis après j'ai été coordinateur de campagne. Et il y a 3 ans, encouragé par différents amis militants, chercheurs, personnes de la filière, j'ai essayé de lancer une petite organisation qui s'appelle Canopée, et qui a un petit peu grossi depuis, puisqu'aujourd'hui on est 5 salariés à temps partiel, et on ne souhaite surtout pas plus grossir, parce que voilà. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement cette petite organisation elle est venue combler un manque qu'il y avait dans le paysage associatif. C'est-à-dire d'avoir une association experte sur les forêts, capable donc de produire du four, comme on l'a fait avec Gaëtan, mais aussi de le porter dans l'arène politique avec un savoir-faire en termes de plaidoyer. Voilà, on fait du lobbying. Moi je préfère parler de plaidoyer parce qu'on défend l'intérêt général et pas l'intérêt privé, mais on pourra en parler. Et puis aussi on fait de la mobilisation, on fait de l'action directe non violente, ce qui a le don d'hériter le poil de nos contradicteurs. Mais en fait, c'est nécessaire parce que depuis, il y a un vrai problème de débat dans cette filière. Moi, c'est vraiment ce que j'ai observé. Je crois que Gaëtan ne me contredira pas. C'est une filière où on n'a pas l'habitude du débat et effectivement, il y a des enjeux qui dépassent la filière forêt-bois. On en a largement parlé, le climat, la biodiversité, la crise de la biodiversité. Et les forêts, c'est éminemment de la biodiversité. C'est avant tout un écosystème. Et ça pose effectivement un certain nombre de clivages que la filière ne voulait pas voir. Par exemple, moi, il y en a un que j'aime bien toujours rappeler, mais le principal clivage que j'ai avec le ministre de l'Agriculture, M. de Normandie, c'est que la forêt, c'est pas l'agriculture. La forêt, c'est pas un champ de patates, c'est un écosystème. Et l'énorme différence qu'il y a, je ne veux pas commencer par ça, mais du coup je pars par ça, c'est que contrairement à l'agriculture, quand vous faites une récolte de bois, quand vous récoltez un champ de blé, si vous ne ressemez pas du blé, vous n'allez pas avoir un champ de blé, vous allez avoir autre chose. En forêt, c'est différent. La forêt, si elle n'a pas besoin de l'homme en fait pour se renouveler naturellement. Contrairement à une idée très répandue, et si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette soirée, c'est celle-ci, on ne plante pas d'arbres en forêt. Sauf exception, je vais y venir. Mais cette idée-là, elle empoisonne le débat public. L'idée qu'une forêt bien gérée, c'est une forêt dans laquelle on plante des arbres. La maxime, la devise des forestiers, je ne sais pas comment l'appeler autrement, c'est imiter la nature, hâter son œuvre. Dans une forêt, sans l'homme, les arbres arrivent à maturité, et lorsqu'un grand arbre arrive à maturité, et là je vous parle de sous nos latitudes 500, 600, voire 1000 ans, voire davantage, là et seulement là, l'arbre va s'effondrer, créer un puits de lumière, et les jeunes pousses du sous-bois vont prendre le relais. À aucun moment je ne plante d'arbre. Le travail du forestier intelligent, celui que je défends, c'est de observer cette dynamique naturelle, de s'appuyer dessus. Alors, pour sélectionner des arbres qui vont plus nous plaire que l'autre, ça, bien sûr, c'est le jeu. C'est quand même l'utilisation de la nature. Mais, contrairement à l'agriculture, je m'appuie sur un écosystème. Et la ligne de partage qui nous traverse aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est qu'une partie de la filière bois, celle qui est soutenue et qui a la vision de M. de Normandie, c'est de dire effectivement, une forêt, ce n'est pas un écosystème, c'est un champ d'arbres que je plante, que je coupe, que je replante, que je recoupe. Voilà. Donc effectivement, si on ne pose pas cette divergence-là, on ne va pas se comprendre. Alors, j'adore le titre de la conférence, merci. Les forêts survivront-elles à la transition? J'ai essayé de regrouper ça en deux paquets. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Gaëtan. Le but du jeu, c'est de trouver les nuances, et vous me le direz à la fin. Survivre, ça veut dire qu'effectivement, il y a des pressions sur les forêts. Et ça, je pense que c'est utile de le rappeler encore une fois. Avant la révolution industrielle, vous le savez sans doute, mais on a atteint, en France et sous nos latitudes, on était au minimum forestier. C'est-à-dire que la forêt est extrêmement réduite, puisqu'on utilisait pour nos besoins énergétiques du bois. Voilà.
Ça, c'était avant le début du 19e siècle. Et puis, le fait qu'on utilise d'autres formes d'énergie, charbon notamment, a permis à la forêt de regagner du terrain. Voilà. Puis plus récemment, la déprise agricole, notamment, le fait que de plus en plus de gens aillent à la ville, a encore permis à la forêt de gagner du terrain. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plutôt une forêt qui, en surface, gagne du terrain. Je pourrais revenir sur sa qualité écologique qui n'est pas fantastique, mais globalement, une forêt qui gagne du terrain, une forêt qui est plutôt jeune, hein, c'est exactement ce que montrent les diapositives de Gaëtan. Si on avait des forêts comme celles dont je vous ai parlé, des vieux arbres qui ont 500-600 ans, tous les diagrammes que Gaëtan vous a montrés, ça ne marcherait pas exactement pareil, parce qu'effectivement, on aurait atteint un pic, une capacité d'absorption du carbone qui commencerait à plafonner. Je dis bien commence à plafonner parce qu'effectivement, on se rend compte, on découvre tout un tas de choses qu'on ne connaît pas. Je vais partir dans tous les sens, mais en même temps, ça me vient comme ça, et je trouve que c'est intéressant. Je ne vais pas dedans. Quand on parle de carbone, vous pensez tout de suite à l'absorption par les arbres. Mais en fait, sous nos latitudes, les 2/3 du carbone, il est stocké dans le sol. Stocké à un rythme beaucoup plus lent. C'est-à-dire que quand le peuplement est jeune, le flux de carbone vers le sol est très faible. C'est absorbé dans la partie aérienne, ça se trouve, c'est une part qui pousse. Par contre, l'absorption dans le sol, on commence à le voir apparaître dans les stades les plus âgés de la forêt. Et notamment dans ces stades très âgés, au-delà de 400-500 ans, il y a une étude qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est en Chine, la partie tempérée de la Chine, où un chercheur, Zhu, dans les références dans le rapport, a essayé de regarder et a montré que même ces forêts qui arrêtaient de stocker du carbone dans la partie, d'absorber du carbone dans la partie aérienne, continuaient d'en absorber dans le sol. Et c'est ce qui explique en fait que dans une forêt, vous ne touchez pas, en fait, vous avez 2/3 du carbone dans le sol et 1/3 partie aérienne. Alors ça, c'est juste valable pour l'anecdote en zone tempérée. En forêt tropicale, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tout le carbone est en partie aérienne et très peu dans le sol. Le cycle est très rapide. Et en zone boréale, très froide, les cycles biologiques sont beaucoup plus lents. Cette fois-ci, tout le carbone est dans le sol et on en a très peu en air. Bon. Aparté, mais aparté pas si inutile que ça, puisque je vous invite vraiment à regarder la forêt, non pas en voyant juste les arbres, mais en imaginant ce qui se passe dans le sol. Et vous comprendrez bien mieux aussi toute la discussion et toute la critique qu'on amène. C'est qu'aujourd'hui, comme je vous ai parlé du carbone, on ne sait pas comment fonctionne l'absorption. On ne sait même pas quantifier combien il y a de carbone dans les sols des forêts françaises, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et je ne vous parle pas des interactions dans le sol entre les champignons et les arbres, qu'on découvre tout juste, entre les arbres entre eux, puis tout avec la microfaune, les bactéries, etc. On n'en sait rien. Et pourtant, c'est extrêmement important. Les forêts, elles sont sous pression, effectivement, puisque, comme je le disais, je reviens sur mon fil conducteur, depuis la révolution industrielle, on utilise davantage d'énergie fossile, mais on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, on a un problème. C'est qu'on a trop émis dans l'atmosphère de gaz à effet de serre. Et ce qui est fou, c'est que, du coup, par rapport à ce défi qui est de dire comment on passe d'une société basée sur la surconsommation d'énergie fossile, ce qui nous est proposé, c'est de passer sur une société qui est toujours basée sur la surconsommation d'énergie, mais soit nucléaire, soit, et c'est ce qui généralise surtout au niveau européen, parce que le nucléaire est une exception française, mais au niveau européen, c'est de se dire on passe du fossile à la biomasse. On va construire, on va faire de la bioéconomie. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, le fond du problème, c'est l'excès. Gaëtan l'a dit à plusieurs reprises, il donner différents schémas. Moi, je vais vous donner encore un autre regard. C'est qu'on ne le voit pas parce que ça se passe loin de nous. En fait, si on essaye de mesurer la quantité de terre qu'il faut pour répondre à nos besoins, on l'a fait dans un rapport de 2014. Je vais vous donner la référence si ça vous intéresse. L'Europe a besoin de 65% de surface de terre en plus de sa surface pour ses propres besoins. Donc on est obligé d'utiliser des terres qu'on va accaparer dans d'autres pays. Bien sûr, vous pensez spontanément à plein de choses, du palme, le soja, etc. Mais le bois aussi, le papier par exemple. On consomme beaucoup de papier, pas loin de 300 kg par an.
Et du coup, on est obligé aussi d'importer du papier. Alors, soit sous forme de pâte à papier, soit sous forme de produits transformés en Chine, on importe avec des emballages et autres. Mais globalement, on surconsomme trop. Et la forêt, elle a cela de spécifique, c'est qu'en fait, elle va vraiment mesurer en fait les excès de l'humanité de façon large. Et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, dans les pays du Sud, la déforestation elle est visible, mais le fait qu'on bascule d'une société basée sur les fossiles à la bioénergie, on relocalise aussi d'une certaine façon les problèmes et on les rend plus visibles chez nous. Ce qui se traduit par effectivement une pression plus forte sur les forêts. Alors plutôt que de s'attaquer à ce problème-là, d'excès, on a des substitutions. Tu l'as évoqué Gaëtan, c'est assez passionnant à comprendre. C'est-à-dire que il y a plein... Vous vous souvenez des schémas de Gaëtan, en fait on voit qu'effectivement, si on compare différents scénarios, si on fait rien, la forêt va continuer à stocker du carbone, à absorber du carbone. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle est très jeune. 80% des forêts françaises ont moins de 100 ans. Donc elles sont vraiment dans le moment où on peut continuer à absorber du carbone. Donc si on ne fait rien, elles absorbent. Par contre, si on coupe du bois, et ça va stocker du bois dans les arbres, Gaëtan l'a dit, je le redis, mais avec des mots peut-être un peu différents, on stocke du carbone sous une autre forme. Ce qui est, pour donner un chiffre, parce qu'on est en train de travailler sur une note là-dessus, la perte de carbone entre les différentes étapes, entre le moment où vous coupez enfin, ce qu'il y a dans l'arbre et puis ce qui va finir par exemple en parquet, là, on est sur des chiffres de... Il reste plus de 20% de carbone stocké. Puisque en forêt, vous avez des pertes d'exploitation. Vous coupez l'arbre, il va y avoir un certain nombre, on estime à 10% qui va rester en forêt. Puis l'arbre va être transformé. Quand vous transformez, vous coupez un arbre en scierie, il y en a la moitié qui va faire des planches et la moitié qui va faire des déchets. On va pouvoir utiliser peut-être pour l'énergie, pour le papier. Et puis après, les planches, on les transforme en parquet, etc., etc. Et donc en fait, au final, il reste quasiment rien du carbone. Enfin, quasiment rien. Il reste très peu. Donc, en termes de stockage, c'est incomparable. Et puis, il y a cet élément de la substitution qui est encore le plus incroyable à manier, puisque lui, il est complètement loufoque. Gaëtan l'a dit, mais je vais essayer de l'illustrer avec quelques exemples. L'idée, c'est de se dire, on peut mesurer le carbone dans les arbres, ça peut le faire dans le sol, et on peut dans les arbres. On peut mesurer combien il y a de carbone dans ce plancher, et puis je vais rajouter quand même encore un autre facteur pour bien valider que c'était une bonne idée de couper les arbres, je vais calculer la substitution. Et si ce plancher, il n'était pas fait en bois, mais il était fait en béton, combien il aurait fallu d'énergie pour fabriquer ce plancher en béton, combien il en faut pour fabriquer ce plancher en bois. Et c'est la différence entre les deux qui fait le potentiel de substitution. Et c'est là où on arrive à des choses extrêmement intéressantes, puisqu'à un moment, est-ce que j'en avais besoin par exemple de ce plancher? Alors là on peut se dire que oui on en a besoin, mais si je prends l'exemple sur les maisons, si vous construisez une maison secondaire, que vous la fassiez en béton ou en bois, est-ce qu'il y a vraiment un gain de substitution? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une maison secondaire alors qu'il y a des logements vides qu'on vend sur Airbnb? Vous voyez, la substitution, en fait, on peut la dérouler comme ça éternellement. Il y a plein d'autres erreurs, d'autres biais dedans. C'est-à-dire que si je compare mon plancher en bois et en béton, je vais regarder aujourd'hui comment on fabrique du béton. C'est vrai que le béton, c'est extrêmement polluant. Sauf que le béton, on peut aussi faire du béton recyclé. Les industriels sont en train de s'y mettre. Et évidemment que si je fais du béton en partant directement d'argile, de chaux, je ne suis pas spécialiste du béton, je sais qu'il faut beaucoup d'énergie, ou que je recycle un matériau qui a déjà été transformé, je ne vais pas avoir la même consommation d'énergie. Et tout ça, ça va changer sur mon coefficient de substitution. Donc peut-être qu'effectivement, on compare des filières qui n'ont un peu rien à voir, quoi. Et tout ça, c'est ce qui est le plus stupéfiant, c'est plutôt que de questionner ces gains de substitution, on les a mis au cœur des politiques publiques qui justifient d'accroître la pression sur les forêts. J'en suis où là Non, mais en termes de temps, je vois où je suis, mais ok. Je vous ai parlé de planter. Il y a un dernier point que je voulais discuter avec vous dans cette partie, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
quelles sont les pratiques, effectivement, quand on pose ça sur la table. L'argument qui est souvent avancé, c'est, là je viens de vous donner des arguments climatiques, mais c'est de se dire aussi, on va faire de la forêt mosaïque. On va faire de la forêt mosaïque. Ça, j'aime beaucoup, je voulais le partager avec vous, parce qu'en ce moment, je bagarre avec ça. C'est, plutôt que de questionner les pratiques les plus controversées dans la filière forêt-bois, on nous dit, il faut tout pour faire un monde. Ah bah oui, on va mettre quelques forêts en libre évolution, on va gérer quelques forêts en couvert continu, hein, c'est un petit peu la méthode que Gaëtan vous expliquait, on coupe juste les arbres arrivés à maturité, on a toujours un couvert d'arbres et on laisse les jeunes pousses prendre le relais, ou la coupe rase sur les plantations. Bah, plutôt que de questionner ça, en fait, on détourne des concepts écologiques, la forêt mosaïque, pour dire, bah, effectivement, on ne change rien. La forêt mosaïque, c'est effectivement dans une grande forêt primaire que vous allez avoir des patchs comme ça, d'endroits de forêt qui vont s'effondrer parce qu'ils sont vieillis, d'autres on va avoir des patchs de différents âges en fait. Et ça, en fait, on détourne ce concept-là pour dire ne changeons surtout rien et continuons à avoir des pratiques qui sont en train de se généraliser. C'est ça qu'on questionne. Je pourrais venir dessus. Les forêts nous survivront-elles? Ben moi je pense qu'elles vont nous survivre. Est-ce que nous on va survivre? Je suis pas sûr par contre. Ou alors, je ne sais pas combien d'entre nous, en tout cas le problème c'est pas les forêts. Les forêts, tu l'as dit, nous survivront. Très clairement, très clairement. Et c'est là où ça devient assez dingo cette histoire. C'est que moi j'ai longtemps cru que, en toute sincérité, face à l'urgence climatique, l'urgence de la crise de la biodiversité, je vous donne un chiffre quand même parce que je ne peux pas ne pas étayer. Seulement 18% des forêts françaises sont, en tout cas celles qui sont identifiées par l'Europe comme d'intérêt communautaire, c'est-à-dire celles qui ont vraiment l'intégrité écologique intéressante, seulement 18% sont dans un bon état de conservation. Ça veut dire qu'on a une forêt qui est globalement en état très pauvre. Et c'est là, si vous reprenez l'image de ce qui m'oppose, en tout cas avec Julien de Normandie, c'est que vous prenez un champ d'arbres stérile, vous n'avez pas de biodiversité. Dans une forêt à couvert continu, avec un mélange d'arbres de différentes espèces, un étagement différent, vous avez de la biodiversité. Pour faire simple. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est de se dire quelle stratégie on va utiliser face au changement climatique. On pourrait se dire qu'on va miser sur la résilience. Logique, il a dit, d'après l'analogie avec le corps humain, pour résister à une maladie, pour un corps en bonne santé. La forêt, c'est la même chose. Plus vous avez une forêt diversifiée, plus elle est résiliente. Eh bien non, c'est l'inverse qu'on nous prétend. On nous dit, la forêt, de toute façon, elle va disparaître, parce que le climat va changer. On nous brandit bien sûr les scénarios les plus pessimistes, RCP 8.5, en disant, bon, allez, regardez, il ne reste plus rien. Et ça sert d'alibi, en fait, pour dire, coupons toutes les forêts qui sont en train de dépérir, pour mettre à la place autre chose. Cette autre chose, et c'est là où ça devient amusant, peut être du pin maritime. Alors, le pin maritime, effectivement, sur les sols sableux dans les Landes, c'est tout le modèle landais, on va dire qu'il est plutôt résistant aux sécheresses estivales. Mais il pose d'autres problèmes que je dirai juste après. Et puis, ce qu'on trouve vraiment là où l'imposture est démasquée, c'est le Douglas. On plante de plus en plus de Douglas. C'est toi, Gaëtan, d'ailleurs, qui m'a envoyé l'image assez amusante. Le Douglas, typiquement, c'est comme l'épicéa qu'on a planté dans les années 70. On savait que c'était un arbre de montagne qui allait mourir en plaine à un moment ou à un autre. Le Douglas, c'est pareil, c'est pas un arbre de montagne, mais on sait que si le climat se réchauffe, il ne tiendra pas. Et aujourd'hui, on voit déjà des parasites arriver. Vous avez le scolyte sur l'épicéa, vous avez la cécidomie qui arrive sur le Douglas. Oh, la nature. Et c'est ça qui est absolument dingo. C'est que on nous dit, pour adapter la forêt au changement climatique, elle ne va pas résister, on rase les forêts existantes, et à la place, on met des monocultures. Vous me direz, je force le trait. Mais non, je ne force pas le trait. Plus de 85% des arbres plantés aujourd'hui, c'est 2 essences. Voilà. Donc on plante en monoculture. Le plan de relance de M. Julien de Normandie, qui communique autant sur on va planter 50 millions d'arbres, il n'y a aucune clause de diversification. Alors qu'il y a eu un débat au sein de la filière, et c'est ça qui est passionnant,
c'est que justement il y a eu tout un débat au sein de la filière, y compris avec les coopératives forestières qui sont aujourd'hui celles qui ont les pratiques les plus controversées. Elles ont été obligées d'acter qu'il y avait un consensus scientifique sur le fait qu'il fallait diversifier. Ça a été acté dans une feuille de route remise au ministre de l'Agriculture, qui s'est gentiment, on va dire, pour rester poli, assis dessus, et qui a donné un plan de relance sans aucune conditionnalité environnementale de diversification. Voilà où on en est. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on propose? Alors déjà, pour reboucler avec l'introduction et ce qu'a dit Gaëtan, on inverse les choses. On ne demande pas à la forêt de répondre aux besoins de la société, mais on essaye de voir ce que la forêt peut nous donner et on ajuste les besoins en fonction. Ah, déjà ça c'est la révolution copernicienne. Et on se dit, on va se débrouiller juste avec ce qu'on a en France. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les frontières, mais ça veut dire qu'on mesure les flux de ressources naturelles et qu'on essaye d'avoir une balance à peu près nette. C'est-à-dire qu'on ne dépende pas autant des terres des autres. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout commerce, mais en tout cas, on essaye d'avoir quelque chose qui soit adapté avec notre part d'espace écologique. Et en plus, on aide un peu les pays limitrophes, Belgique ou Pays-Bas, qui ont beaucoup de population et un peu moins de surface. Donc voilà. On diminue en fonction de ce qu'on peut donner à l'échelle, par exemple, européenne, par rapport à nos espaces forestiers. Et là, vous allez voir que ça va nous amener à nous poser plein de questions qui fâchent. Plutôt que de toujours brandir que le bois est une ressource renouvelable, sous-entendu illimitée, et donc on peut en développer plein d'usages, le papier, on en parlait, l'énergie pour chauffer. Alors évidemment, moi j'ai rien contre, je pense qu'il faut croiser ça avec des questions de les gens qui se chauffent au bois en milieu rural, j'en ai fait partie, c'est pas un problème. La petite chaufferie bois du village qui utilise en plus les coproduits de la scierie, c'est pas un problème. Par contre, la centrale de Gardanne, on a reconverti du charbon à la biomasse avec un rendement de 30%. Un rendement de 30%, ça veut dire que quand je mets du bois, j'ai 70% qui sert juste à chauffer le ciel et les oiseaux. Ça, c'est stupide. On n'en a pas parlé, mais moi, c'est mon grand dada en ce moment. Les biocarburants. On a réussi à sortir l'huile de palme des biocarburants, mais maintenant, on va faire des biocarburants avancés. Je vous donne dans le mille, avec quoi? Avec du bois. Puisque les forêts françaises, c'est bien connu, regorgent de résidus et de bois non exploités. Voilà, on a des projets. Alors, ça n'a rien de nouveau en plus, hein. Les nazis le faisaient, ça s'appelle le procédé Fischer-Tropsch. On s'y fabriquait du gazole avec du bois. Voilà. Et là, économiquement, c'est peu intéressant, le rendement est mauvais, mais comme pour Gardanne, il suffit à un moment de mettre un certain nombre d'incitations économiques, politiques, pour dire on y va. Et c'est ce qu'on est en train de voir arriver. Avec les avions, par exemple, pour faire voler en biocarburant avancé. Donc, le fond du problème, c'est effectivement de revenir sur ce que la forêt peut vraiment produire. Et ensuite, et c'est là où c'est passionnant, le clivage entre les deux, c'est revenir sur la forêt est un écosystème. On a arraché un truc quand même, c'est qu'au niveau européen, il y a ce débat-là, et il y a une stratégie européenne sur la forêt qui a été proposée par la Commission européenne, qui pose clairement comme condition d'abord de restaurer la biodiversité et ensuite de produire du bois. Ça, c'est révolutionnaire, c'est le débat du moment. C'est-à-dire que c'est le reflet du débat qu'il y a eu au niveau européen, entre la Commission environnement qui a pris un peu de poids sur la Commission agriculture, et qui a posé ça sur la table en disant, nous, l'Europe, on est responsable des traités qu'on signe, c'est-à-dire la Convention sur la diversité biologique. La France, vous en avez rien à carrer depuis 20 ans de signer des objectifs en disant que vous mettez fin à l'érosion de la biodiversité, ce qui est vrai. C'est l'Europe qui signe, c'est pas la France, la CBD, et qu'on respecte pas. L'Europe a dit, nous on a la compétence biodiversité, les États membres ont dit, oui, mais la forêt c'est compétence nationale de l'agriculture, et on en est là. Et en fait, on en est là, c'est passionnant parce que le débat il va porter là-dessus. La forêt, est-ce que c'est de l'agriculture et ça relève des États membres, ou est-ce que l'Europe peut avoir un droit de regard, et ce droit de regard va porter sur la biodiversité. Il y a toute une stratégie que je vous invite à voir. On a mobilisé, donc forcément quand le document est sorti juste avant l'été, il a failli être torpillé par un certain nombre de lobbies. Je ne vais pas dans les détails. Et c'est là où cette histoire devient intéressante, c'est qu'on a mobilisé des acteurs de la filière forêt-bois en France. Moi, je pensais qu'on allait avoir, à tout casser 200 signataires. En une semaine, on a réuni plus de 1500 personnes. Je ne parle pas
de citoyens, je vous parle de gens, d'acteurs, de propriétaires forestiers, d'exploitants forestiers, d'entrepreneurs forestiers, de chercheurs et autres, qu'on dit, ouais, là, c'est le tournant historique qu'on veut. Ça permet de résoudre énormément de conflits qu'on a aujourd'hui en forêt. Ça permet de poser effectivement la ligne de partage entre deux visions de la forêt, les champs d'arbres et l'écosystème. Et voilà cette dynamique qui est en train de prendre. Et cette dynamique, elle est hyper importante, et je conclue là-dessus, sur l'adaptation au changement climatique. C'est un sujet qui n'est pas simple, et c'est pour ça qu'on tarde à sortir le rapport avec Gaëtan. Parce que comment on adapte les forêts au changement climatique? Est-ce qu'il faut adapter les forêts au changement climatique? En fait, il y a des publics qui sortent régulièrement, et le débat avance. Et je pense que c'est vraiment important, effectivement, de dire plusieurs choses. La forêt, elle n'a pas besoin de l'homme, la forêt survivra. Ok. Bon. En même temps, nous, on a besoin de la forêt pour produire du bois. Et aujourd'hui, le rythme de changement, des changements climatiques est tellement important, et même si on fait le maximum, on va avoir des événements de type tempête, de type sécheresse estivale de plus en plus importants. Et donc, on va avoir peut-être besoin, si on veut continuer à produire du bois, à accompagner la forêt. Et c'est là où on ouvre la boîte de Pandore. C'est-à-dire que pour certains, c'est youhou, on fait venir de l'eucalyptus, des espèces exotiques. Et non. Ça peut être pour d'autres, effectivement, des systèmes intelligents où on va faire migrer, aider, ça s'appelle la migration assistée. Ça pourrait s'appeler la migration assistée. Des chênes pubescents qui sont plutôt dans le sud de la France, on les fait remonter vers le nord. Là, aujourd'hui, on a plutôt du chêne pédonculé ou sessile. Voilà, ça permet effectivement d'encourager, d'accélérer un processus qui naturellement se serait fait sur plusieurs siècles, sans doute, d'aller un peu plus vite. C'est pas simple, ça soulève plein de questions. On ne sait pas où on va. Vous vous souvenez, je vous parlais de l'interaction entre les arbres et les sols. Vous faites venir une espèce dans un endroit où vous n'avez pas du tout le même cortège de microfaune dans le sol, qu'est-ce qui va se passer? Mais déjà, ça où ça mériterait prudence, on est déjà en train de se faire déborder par « youpi, c'est la fête, on va faire venir plein d'essences exotiques » du type le cèdre du Liban, enfin je pourrais vous en donner plein. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, oui, peut-être qu'il va falloir accompagner l'adaptation des forêts, mais en s'appuyant sur la dynamique de l'écosystème. C'est-à-dire, toujours, et c'est là où même des gens qui ne sont pas... qui sont pas aussi convaincus que Gaëtan à faire de la gestion aussi fine, même des gens qui disent oui, il faut toujours maintenir une ambiance forestière. Même si je dois faire une petite coupe rase renouvelée, je garde une ambiance forestière parce qu'effectivement, des coupes rases sur 10-20 hectares et des jeunes plantes qu'on met en plein cagnard, ça marche plus. Donc on garde une ambiance forestière. Quand on a les épicéas qui effectivement dépérissent parce qu'ils sont attaqués par le scolite, plutôt que de tout récolter, je laisse les épicéas morts. Parce qu'effectivement, la valeur du bois, elle a chuté, enfin c'est pas forcément intéressant de les récolter. Je les laisse, ça préserve une ambiance forestière, je regarde ce qui vient dans le recru, j'attends 3-4 ans, et seulement ensuite je viens travailler dans le recru, en enrichissant, en essayant effectivement d'encourager plutôt telle essence plutôt que telle autre. Et ça, c'est l'intelligence du forestier. Mais cette intelligence-là, elle nécessite du temps. Je conclurai là-dessus. Ce temps-là, effectivement, il ne rentre pas dans le plan politique. Le plan de relance, c'était de planter 50 millions d'arbres en 1 an. Il faut que ce soit bouclé en mars 2022. Parce qu'en mars 2022, l'élection. Un bon forestier, comme je vous l'ai dit, il ne plante pas. S'il plante, c'est une exception. Quand c'est l'exception, c'est qu'il va avoir le temps de regarder ce qui revient en forêt. Ces 3-4 ans dont je vous parle. Et là, du coup, on est en train de pousser effectivement un système à marche forcée. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. L'idée que j'ai envie de partager avec vous. Puis je pense qu'avec les questions, on aura le temps de creuser d'autres points. Voilà, pour moi.